Bonjour mes petits poulets, aujourd'hui nous allons voir comment on passe des groupes emboîtés aux arbres de parenté. Dans un premier temps, votre première mission est de réviser les notions de cycle 3, c'est-à-dire les groupes et les boîtes pour classer les êtres vivants. Travaillez bien, voici la correction. La classification des êtres vivants. Bienvenue dans la révision de ce que vous avez appris en cycle 3. Donc, en quoi consiste la classification du vivant? Classer les espèces, c'est les regrouper dans des boîtes, en identifiant les caractères, c'est-à-dire les attributs, qu'elles ont en commun. Classer les espèces ne signifie pas simplement les trier, car cela reviendrait simplement à séparer ces espèces et à créer des groupes complètement incohérents qui n'auraient pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'un caractère ou un attribut? Ce sont des caractéristiques visibles, en général, qui permettent de classer les êtres vivants, ce qui va nous permettre de remplir un tableau de caractères. Mais attention, il faut être très précis et observateur. Certains caractères sont de faux amis, comme dans cet exemple la présence d'ailes ou les nageoires. Donc vous avez à déplacer les éléments pour voir en fin de compte où sont les faux amis et remplir votre tableau de caractères. On vous demande par exemple de remplir ce tableau de caractères à partir donc de ce groupe emboîté. En déplaçant les éléments, vous allez pouvoir compléter votre tableau. Si on prend le cas de la sauterelle verte. La sauterelle, c'est un insecte, elle a donc 6 pattes et 2 antennes. Donc le caractère est présent. Évidemment, elle n'a pas de coquille, ce n'est pas un escargot, donc on va mettre absent. Elle n'a pas de squelette interne, donc elle a une cuticule. Et puis évidemment, elle a une bouche, puisqu'il faut bien qu'elle se nourrisse. On fait la même chose pour le ver de terre, l'argiope et l'escargot de Bourgogne. Si votre travail est correctement effectué, en faisant vérifier, vous allez obtenir donc un petit symbole qui va vous permettre d'aller à la classification suivante. Si par exemple je prends le cas du ver de terre, il est dans la boîte principale où les individus ont le caractère bouche. Mais par contre, il est en dehors de la boîte squelette externe et coquille et tentacule. Donc ce qui veut dire que le ver de terre n'a en commun avec tous ces autres individus que la bouche, ce qui donne présence de la bouche et absence des autres caractères proposés. Si on prend le cas de l'argiope, donc elle est dans la grande boîte bouche, dans la sous-boîte squelette externe avec présence de cuticule, et elle a des chélicères. Mais par contre, elle n'a pas 6 pattes et 2 antennes, et elle n'a pas de coquille, puisqu'elle ne fait pas partie de la boîte où se trouve l'escargot. Donc finalement, on dira que l'argiope a une bouche, a un squelette externe avec une cuticule, et a des chélicères, si c'est demandé. Ce qui donne donc le tableau suivant: absence de pattes, de 6 pattes et 2 antennes, absence de coquille, par contre une présence de cuticule et la présence d'une bouche. Maintenant, si on prend le cas de la sauterelle fait partie de la boîte 6 pattes et 2 antennes, mais elle fait partie aussi de la boîte squelette externe avec une cuticule, et elle fait partie de la grande boîte où il y a la présence de la tribu-bouche. Donc la sauterelle a 6 pattes et 2 antennes, un squelette externe avec une cuticule et une bouche, mais pas de coquille. Donc elle ne fait pas partie de la boîte avec l'escargot. Mais elle n'a pas non plus de chélicères, donc on ne pourra pas la mettre avec l'argiope. Ce qui nous permet de remplir le tableau. Donc elle a bien 6 pattes et 2 antennes, elle n'a pas de coquille puisque ce n'est pas un escargot, elle a une cuticule, c'est un squelette externe, et elle a bien une bouche. Prenons le cas de l'escargot maintenant. Donc l'escargot fait partie de la grande boîte des éléments, des êtres vivants qui ont une bouche, mais il ne fait pas partie de la boîte où il y a un squelette externe avec une cuticule. Donc l'escargot aura une bouche et une coquille avec une tête avec des tentacules.
Votre tableau maintenant est complet, il suffit de le vérifier. Évidemment, on a bon. Alors maintenant, quel est le plus proche parent de l'Argiope? On sait que plus les individus présentent de caractères en commun, plus ils sont proches. Donc, on a le caractère bouche, on a le caractère squelette externe et le caractère coquille et tentacule. Donc évidemment, les individus les plus proches parents seront ceux qui seront dans une boîte commune. Donc les plus proches parents de l'Argiope seront donc les individus qui ont 6 pattes et 2 antennes, c'est-à-dire les insectes, comme la sauterelle, comme les papillons, par exemple. Donc je répète, plus on a des individus qui présentent des caractères en commun, plus ils sont proches. Ils seront dans une boîte commune. La boîte commune ici, c'est donc la présence du squelette externe appelé cuticule. Squelette externe, c'est le squelette qu'il y a chez les insectes en général. On dit que plus deux êtres vivants partagent de caractères, plus ils sont proches parents. Donc il suffira de mettre le mot proche ici. Donc bilan de cette première mission. Pour classer les êtres vivants en groupes, c'est-à-dire les regrouper selon leur parenté, il faut utiliser des caractères qu'ils ont, c'est-à-dire comment ils sont faits. Ce sont les attributs. Est-ce qu'ils ont une tête? Est-ce qu'ils ont une bouche? Est-ce qu'ils ont des ailes? Etc. Plus deux espèces partagent un grand nombre d'attributs, c'est-à-dire de caractères, plus elles sont proches parentes. Les espèces qui partagent une relation de parenté sont réunies dans un groupe, c'est-à-dire dans une boîte. C'est le principe de la classification des êtres vivants. C'est ce qu'on appelle la classification en groupe emboîté. Cette classification, vous venez de la parcourir en faisant cette révision, puisque vous l'avez vue en 6e. Passons maintenant à la mission 2, c'est-à-dire que maintenant, à partir de la classification par groupe emboîté, nous allons réaliser un arbre de parenté, afin de représenter facilement la parenté entre différents êtres vivants. Pour réaliser un arbre de parenté, vous devez d'abord réaliser une classification emboîtée. Donc là, vous avez 4 individus et vous devez remplir le tableau ci-dessous. Donc en cliquant sur la petite image, vous avez toutes les caractéristiques qui vous permettent de répondre et de cocher les bonnes cases. Vous mettez un plus si il y a le caractère présent et 0 si il est absent. Vous obtenez ceci. Pour construire votre arbre de parenté, vous commencez par faire un axe relativement penché, incliné. Et donc, vous allez mettre, puisque vous avez 4 individus, 4 zones pour mettre les noms des individus concernés. Et pour l'instant, on ne peut pas les mettre au hasard. Le sens de la lecture de l'arbre est du bas vers le haut. Donc, la lecture de l'arbre va se faire de A vers C, par exemple. Plus l'élément est placé en hauteur de l'arbre, plus il sera récent. Les ronds entre les embranchements de l'arbre correspondent à l'apparition d'un caractère. Ça peut être aussi un petit trait. D'accord ? Et quand vous avez des petits carrés, cela correspond en fin de compte à la zone où on aura les ancêtres communs entre deux espèces. Par exemple, ici en 2, on aura l'ancêtre commun à l'individu qui est ici et l'individu qui est ici. On te demande de placer le caractère en A. Si tu as compris, étant donné qu'on lit l'arbre de bas en haut, ce premier caractère, ça va être le caractère qu'il y a en commun entre tous les individus. Donc en A, si on regarde les caractères qu'il y a en commun et partagés entre tous les individus, ça va être 4 membres. Maintenant, on vous demande de placer le caractère en B. Évidemment, ça va être celui qui va être encore le plus partagé. Et bien, dans ce cas-là, on regarde le nombre de croix que nous avons dans notre tableau. Le caractère le plus partagé, c'est l'amnios. Donc, on mettra amnios en B.
Maintenant, on vous demande où placer le caractère plume. C'est le dernier caractère. Eh bien, on sait qu'il va être donc sur cet axe. On sait qu'il ne peut pas être ici au niveau des embranchements, puisque ce sont des petits carrés, cela correspond aux ancêtres communs. On pourra donc le placer en C. Nous avons donc notre axe de notre arbre de parenté avec les 3 caractères étudiés, 4 membres qui apparaît en premier, amnios qui apparaît en second, et l'apparition des plumes, caractère plume, en dernier selon les critères d'évolution. On nous demande maintenant de placer le lézard. Sera-t-il en A, en B, en C ou en D? Eh bien, il suffit de regarder notre tableau et on voit que le lézard a 4 membres, un amnios, mais pas de plume. Donc, s'il a 4 membres, un amnios et pas de plume, il ne peut pas être en D. Mais par contre, il va être en C. On va mettre le lézard en C. Maintenant, où place-t-on le pinson? Va-t-il être en A, en B ou en D? On sait que 2 individus qui partagent le plus de caractères vont être avec une parenté proche. On regarde le tableau d'attributs. Le pinson a 4 membres, a un amnios et a des plumes. Donc, s'il a 4 membres, un amnios et des plumes, il va être en D. On mettra le pinson en D. Maintenant, il nous reste à placer la salamandre et le crapaud. Donc, la salamandre et le crapaud donc, ont 4 membres, mais pas d'amnios et pas de plumes. 4 membres, mais pas d'amnios et pas de plumes. Donc, ils vont être sur cette branche. On aura donc la possibilité de les mettre en A ou en B, puisqu'ils n'ont que 4 membres, en commun avec les autres individus étudiés. Voilà ce qu'on obtient. Notre arbre de parenté est terminé. Il ne nous restera plus qu'à mettre un titre. Le titre pourra être, par exemple, arbre de parenté de 4 vertébrés étudiés. On nous demande maintenant de trouver le plus proche parent du lézard. On se rappelle la règle. 2 individus sont les plus proches parents à la condition qu'ils partagent un maximum de caractères. Donc ici on a le caractère 4 membres amnios et plume. Qui a caractère membre et amnios en commun? Eh bien c'est le lézard et le pinson. Vous voyez bien que l'alite accoucheur et la salamandre ne partagent que 4 membres avec le lézard. Donc, l'individu qui partage le plus de caractères, 4 membres et amnios, c'est le pinson. Maintenant, parlons des ancêtres communs. Ils sont donc placés au niveau des embranchements et représentés par des petits carrés. Si je prends l'ancêtre commun numéro 2, il avait les caractères 4 membres et l'amnios. Si je prends l'ancêtre commun numéro 1, il partage avec l'ensemble des animaux étudiés 4 membres seulement. On dit que l'ancêtre commun 1 a pour descendant nos 4 espèces. C'est le dernier ancêtre commun aux 4 espèces étudiées. Tu sais maintenant construire un arbre de parenté pour déterminer quels sont les degrés de parenté entre les espèces. Bravo mes petits poulets, vous avez bien travaillé. Alors, qu'est-ce qu'un ancêtre commun? Un ancêtre commun, c'est un individu hypothétique, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas trouvé, qui partage avec ses descendants une innovation évolutive, c'est-à-dire un caractère nouveau. Il vous reste maintenant à apprendre votre bilan symbolisé par Jar Jar, qui se trouve sur votre dossier.